partenariat qui démarre avec Cité Philo et Amiens Métropole, et particulièrement avec la Maison du Théâtre. On est très heureux, monsieur, de vous accueillir pour cette soirée inaugurale, puisque c'est la première conférence, la première rencontre dans le cadre de cette édition de Cité Philo cette année. Nous aurons quelques rencontres, je vais les donner très rapidement, Gilbert, mais sans... Tu avais prévu de les dire. Donc on a quelques rencontres ici, je vais te laisser les annoncer alors. On a quelques rencontres ici avec Cité Philo, avec un programme, vous avez le programme de Cité Philo, vous avez aussi la brochure qu'on a éditée avec l'ensemble des rencontres que nous faisons sur l'ensemble de la saison, en partenariat également souvent avec l'Université populaire d'Amiens, avec qui nous avons noué des relations au fil du temps qui sont aussi très, très intéressantes et très positives. Voilà, Gilbert, je vais te passer tout de suite le micro. Moi, en fait, il a dit à peu près tout ce que je voulais dire, donc j'ai plus grand-chose à ajouter. On est effectivement très content de démarrer cette 21e édition avec deux invités prestigieux, deux économistes atterrés, très atterrés même, je crois. Donc, comme l'a dit Jean-Louis, il y a 4, nous allons pour ce premier partenariat qui, j'espère, va se poursuivre dans le temps pendant de nombreuses années. Nous avons 4 séances qui vont se dérouler ici à la Maison du Théâtre. Une le 16 novembre sur la souffrance au travail. Il y aura Pascal Molinier, il y aura Marie Potiron qui est une jeune doctorante qui travaille avec Christophe Dejour, et Vincent Dussard qui est le metteur en scène de la pièce d'Alexandra Baldea qui s'appelle Pulvérisée, qui je crois est donnée ici. Elle va être donnée ou va être donnée. D'accord, donc le 15 et le 16 novembre. Donc les 15 et 16 novembre. Si vous ne l'avez pas réservé, c'est le 15. Le 22 novembre, nous avons une rencontre qui est intitulée « Mon livre de la jungle ». En fait, c'est le titre d'un livre qui va paraître d'une artiste qui s'appelle Céline Brunel, qui est parue. Ah, elle m'avait dit qu'il ne serait pas encore paru. Il est paru. D'accord. Alors, qui est paru? Bon, c'est Céline Brunel qui l'a écrit sur la jungle. Comment? Ah oui, non, mais moi, je parle du livre de Céline Brunel, qui s'appelle « Mon livre de la jungle ». Voilà. Et il y aura Sophie Gigot, qui est une jeune philosophe, qui ont toutes les deux travaillé sur les migrants à Calais. Le 16 décembre, enfin, à 17h30, il y a un festival organisé par une association que vous connaissez probablement, qui s'appelle Le Cardan, qui fait une sorte de festival de théâtre populaire qui s'appelle Ma Parole. Et c'est Guillaume Leblanc, qui a beaucoup travaillé sur l'invisibilité sociale, qui interviendra. Voilà. Je ne vais pas présenter nos deux invités. Ils ont écrit d'abord énormément d'ouvrages. Les 2 heures de séance n'y suffiraient pas à les nommer. Je peux peut-être citer quand même La Société des affects de Frédéric Lordon, et puis L'Empire de la valeur d'André Orléans, qui sont deux grands livres de nos invités. Voilà. Je remercie quand même, je remercie la Maison du Théâtre avec Jean-Louis Estany, l'Académie d'Amiens, avec les professeurs de l'Académie qui nous ont beaucoup aidés, Francis Foreau qui est l'IPR de l'Académie. Je remercie l'association Le Cardan, donc je crois que c'est Jean-Christophe Iriarté, qui est, je ne sais pas s'il est dans la salle, non. Et puis la métropole d'Amiens qui nous a soutenus depuis le début. Voilà. Et puis je laisse la parole à André Orléans et Frédéric Lordon. Merci. Faut que je parle. Ah oui, d'accord. On voit que tu es un spécialiste. Oui. Ok, j'ai compris. Merci. Donc j'ai été invité par Gilbert Klatzmann, un des responsables de Cité Philo qu'on vient d'écouter, à venir débattre avec Frédéric Lordon sur le thème affect et croyance à partir de son livre Les affects de la politique, qui a été publié au Seuil en 2016. C'est donc ce que je vais essayer de faire. Cependant, comme nous sommes tous pressés, surtout d'entendre Frédéric, je vais être bref, ou au moins j'essaierai d'être bref. Je l'essaierai d'autant plus que je porte sur ce livre un regard très particulier, celui d'un chercheur en sciences sociales, regard donc partiel par rapport à la matière du bouquin, qui demandera certainement à être complété au moment du débat général avec la salle.
J'ajouterai que je suis très heureux d'être ici à Cité Philo. Et par ailleurs, si je connais Frédéric Lordon depuis pas mal de temps, je suis heureux qu'il me soit donné l'occasion de m'exprimer sur son travail. Et j'en remercie également Cité Philo. Il faut d'abord commencer par souligner que Les affects de la politique, le livre, n'est pas un livre facile à lire. Il s'inscrit dans le projet très ambitieux que poursuit Frédéric Lordon depuis le début des années 2000, projet visant à reconstruire les sciences sociales sur la base des concepts forgés par Spinoza pour aboutir à ce qu'il nomme lui-même une science sociale spinoziste. C'est là un travail de longue haleine qui a trouvé sa première expression dans un livre publié en 2002 aux éditions Odile Jacob, nommé La politique du capital, consacré au conflit opposant la Société Générale et la BNP pour le contrôle de Paribas. Il s'agissait déjà dans cet ouvrage de mobiliser la théorie spinoziste de la puissance et des passions pour analyser le déroulement de cette lutte entre puissances capitalistes, lutte qui ne pouvait être réduite à des questions strictement économiques, d'où le titre. Dans Les affects de la politique, Frédéric Lordon poursuit avec patience et rigueur son travail d'élaboration d'une science sociale spinoziste. Ce texte vient donc non seulement, comme je viens de le voir, après La politique du capital en 2002, mais également L'intérêt souverain, essai d'anthropologie économique spinoziste en 2006, Capitalisme, désir et servitude, Marx et Spinoza en 2010, La société des affects pour un structuralisme des passions en 2013 et Imperium, structure et affect des corps politiques en 2015. Et là, je ne cite que les livres qui sont les plus représentatifs de ce projet théorique. On ne peut manquer d'être impressionné par l'ampleur de la réflexion qui nous est ainsi proposée au cours de ces 15 dernières années. C'est un travail conceptuel de longue haleine dans lequel peu à peu les notions centrales sont présentées et analysées avec précision. Et nous savons tous que, parallèlement à ce travail, Frédéric Lordon intervient fréquemment sur les questions de l'économie et de la politique, ce qui a donné lieu à beaucoup d'autres livres encore. Dans Les affects de la politique, ce sont donc les notions de base du spinozisme qui sont d'abord présentées. Le conatus, les affects et l'ingenium. Par leur biais, ce que Lordon nous propose est une certaine conception de l'action individuelle, ce qu'il nomme l'homo passionalis, l'homme des passions, modèle qui est construit en partie pour critiquer et remplacer l'homo economicus, l'homme des intérêts et du calcul, qui est au centre de la pensée économique. Comme il le souligne, ce modèle des passions n'est en rien limité au seul domaine de la politique, mais touche, ouvrez les guillemets, absolument tous les phénomènes du monde humain social. Rappelons-en très succinctement les définitions de base. Le conatus est ce qui pousse chaque être à accroître sa puissance. C'est le désir d'agir. Les modalités spécifiques que prend ce désir d'agir, quelle finalité, selon quelle modalité, sont le produit des expériences que l'individu a faites au cours de son existence, des rencontres qui l'ont affecté. Ouvrez les guillemets, le conatus ne sort de son indétermination que par l'effet d'une affection de rencontre qui vient le déterminer particulièrement pour lui donner la forme d'un désir fini. Enfin, l'ingenium, troisième concept, est ce qui prend en compte le fait que la réaction à une même affection se différencie selon les complexions individuelles. Ouvrez les guillemets, l'ingenium est la récapitulation de toute notre trajectoire socio-biographique telle qu'elle a laissé en nous des plis durables. Ce modèle d'action me convient tout à fait en tant qu'économiste. Pour en faire comprendre la richesse, il est d'ailleurs intéressant de le comparer justement avec l'homo economicus, pièce maîtresse de la théorie économique dominante. Pour plusieurs raisons, l'homo passionalis m'apparaît comme supérieur. D'abord, l'homo economicus se définit par ses intérêts et ses préférences. Ceux-ci, ses intérêts et ses préférences, pour l'économiste standard, sont des données à partir desquelles l'économie s'efforce de reconstruire les interactions sociales et donc de rendre compte les interactions économiques, et de rendre compte des variables économiques, par exemple les prix. C'est ce qu'on nomme l'individualisme méthodologique, qui reconstruit le social à partir des individus, à partir de l'homo economicus. La force du spinozisme est de rompre avec cette manière erronée de penser la société.
L'individu n'est pas une donnée exogène, comme disent les économistes, mais via les affects, il est bien le produit des relations sociales dans lesquelles il est pris. N'est-il pas évident, pour prendre ce simple exemple, que notre goût pour les appareils électroniques ne saurait être pensé comme un goût naturel ou exogène? Il est évidemment lié d'une part à la stratégie de profit des entreprises qui les produisent et qui font tout pour nous les rendre désirables, et d'autre part, il est lié aux relations de production dans lesquelles nous sommes insérés, qui sont le vecteur d'exigences normatives, comme par exemple pouvoir être joint rapidement ou bien servir de support à une intervention lors de Cité Philo. La grande force de ce modèle spinoziste est donc de penser un individu fondamentalement malléable, car soumis au jeu perpétuel des affects. Ce faisant, ce modèle est particulièrement adapté à une conception théorique d'ensemble qui réfute l'individualisme méthodologique pour penser la primauté des structures et des rapports sociaux. Ce sont ces structures et ces rapports sociaux qui modèlent les subjectivités selon la logique mise en évidence par le modèle spinoziste. On constate également la supériorité de ce modèle sur l'homo economicus dans le fait que l'approche spinoziste permet d'en finir avec une conception étroite des finalités de l'homo economicus, c'est-à-dire de l'intérêt. Cette approche en étend grandement la signification, en y intégrant par exemple ce que Lordon appelle les idées affects, le rôle des croyances, autrement dit, ou encore même les forces sociales que produirait l'appartenance à un champ au sens de Bourdieu. Je tire de cette analyse une première question. Le spinozisme suffit-il vraiment à construire une science sociale? On peut en douter en ce que son modèle d'action, celui que je viens de résumer, Conatus Affect Ingenium, est d'une extrême généralité, d'une trop grande généralité pourrait-on dire. Tout y est possible ou à peu près. On peut certes lui reconnaître de nous fournir une grammaire générale d'une grande efficacité pour penser telle ou telle situation spécifique, et je ne minimise pas ce résultat, ce n'est pas rien, mais ceci ne suffit pas. Une théorie, me semble-t-il, est nécessaire qui, d'une part, décrive les rapports sociaux propres à telle ou telle société, et d'autre part, en hiérarchise la puissance de ces effets sociaux, de sorte à déterminer, dans la multitude des affections que produit le monde social, celles qui auront un rôle structurant en dernière instance. Je pense évidemment au marxisme comme théorie de ce type des rapports sociaux. Le spinozisme à lui seul, disons le modèle Conatus Affect Ingenium, ne permet pas d'expliquer les régularités sociales. Par exemple, l'accroissement des inégalités que connaît aujourd'hui le capitalisme sous sa forme néolibérale. Sur ces points, le spinozisme me semble insuffisant. Je prends deux exemples dans le livre où cette indétermination du modèle apparaît et est même soulignée fortement par notre auteur. Lordon écrit fort justement. Alors, intervenir dans l'élément des passions demeure un projet grevé d'un irréductible aléa qui prend sa source dans le nombre élevé des degrés de liberté des systèmes passionnels. Donc il insiste sur le fait, dans cette citation, sur le fait que quand on intervient dans un champ passionnel, calculer l'effet résultant est extrêmement difficile parce que les interactions sont multiples selon des formes multiples et donc il y a une indétermination réelle de ce type de système. D'ailleurs, un des exemples qu'il prend, c'est celui de l'action de la parole politique et de la capacité ou non qu'aurait l'homme politique à pouvoir prévoir les effets de la parole politique dans ce système passionnel bien spécifié. Il écrit pour souligner justement l'indétermination des effets. Ouvrez les guillemets, en réponse à une sollicitation politique, les dynamiques affectives collectives peuvent partir dans un sens ou dans l'autre, sans qu'on ait toujours le fin mot de ce qui s'est passé. Et on sait combien ça peut être vrai. Alors, dans un autre temps, dans le livre, donc les affects de la politique, Lordon concède qu'on n'est pas dans une situation d'incertitude totale. Pour lever l'indétermination, au moins partiellement, il fait référence aux, ouvrez les guillemets, mécanismes sociaux d'homogénéisation des manières de sentir et de juger. Le fait qu'en effet, il n'y a pas une multiplicité totale
des comportements et des jugements, mais que la puissance sociale est déjà à l'œuvre pour produire des homogénéisations. Grâce auxquels, ces mécanismes, le monde social, dit-il, n'est pas un absolu chaos. Et il conclut par cette très belle formule, je cite, « Les systèmes sociaux passionnels, ceux qui sont au centre de sa réflexion, sont donc à stationnarité moyenne. Ils offrent quelques régularités, mais pas assez nettes ni assez durables pour offrir une base solide à la prévision affectométrique. » Cette analyse est-elle suffisante? Ça sera ma question. Autre exemple dans le livre, Lordon, par exemple, critique la vulgate marxiste selon laquelle, ouvrez les guillemets, les formes de conscience sont entièrement déterminées par les conditions matérielles d'existence. Il fait observer, en effet, qu'à côté de cet affect, de cette affection produite par les conditions matérielles d'existence, qui évidemment modifient et affectent le comportement, il fait observer qu'il y a d'autres types d'affections. Il écrit « Rien n'autorise à penser que ces conditions matérielles d'existence remplissent à elles seules la totalité du paysage passionnel, comme semble le souligner la vulgate marxiste. Elles viendront nécessairement se composer avec des affections d'autre nature, et comme toujours, la résultante s'établira selon le poids relatif de chacune. » C'est très clair. Mais peut-on vraiment, en fait, conclure ainsi? Il me semble qu'au mieux, après avoir constaté la multiplicité des affects, les affects qui viennent qui sont issus des conditions matérielles et les autres affects qu'on imagine assez bien, nous devons plutôt conduire à une indétermination, ce que fait d'ailleurs Lordon, faute d'avoir un moyen d'en estimer a priori la force relative. Il est même, mais on pourrait dire qu'il est quand même tout à fait possible par rapport à cette indétermination, parce que c'est une indétermination, que l'affect produit par les conditions matérielles soit le plus fort, celui qui l'emporte, donnant raison à la vulgate marxiste. Je veux dire que ce type de raisonnement est trop général pour obtenir une solution de quelque sorte que ce soit. On ne peut pas sortir, à partir du spinozisme, de l'indétermination. On pourrait alors dire que la force de la théorie marxiste, comme de toute autre théorie, consiste précisément, dans le cadre spinoziste que tu nous proposes, à affirmer ou à faire l'hypothèse qu'un type d'affection l'emporte sur un autre pour telle ou telle hypothèse ou telle raison qui serait spécifiée. À partir de quoi un discours sur le lien social devient possible, qui ne se limite pas à en noter la potentielle indétermination. Mais cela suppose en effet une prise de risque, une prise de parti théorique de certaines hypothèses qui sont introduites au niveau du modèle de base qui reste valable, mais qui spécifie, comme tout à l'heure je l'avais dit rapidement, une hiérarchie dans les rapports sociaux. D'ailleurs, c'est assez bien ce que dit spontanément la phrase détermination en dernière instance. Donc ça, c'est bon point. Un élément important, je close cette première question, un élément important que je n'ai pas le temps de développer, mais que je cite néanmoins car je pense qu'il doit faire l'objet de discussion, c'est la thèse très brillante, très, comment dirais, qui nous trouble, qui demande à être réfléchie, la thèse de l'impuissance des idées quand elles ne sont que des idées. Thèse que tu développes et expliques avec beaucoup de force et de clarté, comme toujours. Cette thèse qu'on trouve chez Spinoza est reprise par Bourdieu lorsqu'il déclare qu'il n'y a pas de force intrinsèque des idées vraies, page 56 du livre, pour ajouter que c'est, à ses yeux, la phrase la plus triste de toute l'histoire de la pensée, le fait que les idées vraies ne vainquent pas forcément. Sans affect qui l'accompagne et qui fasse en sorte que l'idée nous touche, elle reste impuissante. Et tu développes l'exemple de la catastrophe écologique annoncée, qui, malgré son ampleur et sa force, ne produit pas des effets qui soient à la mesure de la catastrophe. Et c'est bien une illustration exemplaire, et je te cite, « Les idées ne deviennent efficaces que véhiculées par des affects ». Il est temps maintenant d'introduire l'autre concept central dans cette science sociale spinoziste, qu'appelle de ses voeux Frédéric Lordon, à savoir la puissance de la multitude ou l'affect commun. Après le conatus, les affects individuels et l'ingenium, il s'agit désormais de penser le pouvoir des institutions,
ou encore ce qu'on peut appeler l'autorité de la société, et c'est l'affect commun qui le permet dans le cadre théorique qui nous est proposé. D'ailleurs, il est donc il est tout à fait présent dans les affects de la politique, mais il sera développé puisqu'il est au centre du livre qui précède, qui est Imperium. Cet affect commun trouve sa source, nous dit Spinoza, dans la multitude elle-même, dans la polarisation des affects individuels. Mais au lieu de citer ici Spinoza ou Frédéric Lordon, je vous en propose une très suggestive description qu'on trouve chez Durkheim, auteur que lui et moi nous apprécions beaucoup, dont on sait en effet que toute sa sociologie tourne autour de ce concept de puissance de la société. Durkheim écrit, et ici on a en quelque sorte une scène dans laquelle apparaît cette puissance de la multitude. Elle est engendrée par le corps social. Il écrit: quand les consciences individuelles, au lieu de rester séparées les unes des autres, entrent étroitement en rapport, agissent activement les unes sur les autres, il se dégage de leur synthèse une vie psychique d'un genre nouveau. Elle se distingue d'abord de celle que mène l'individu solitaire par sa particulière intensité. Donc une vie psychique d'un genre nouveau qui a la particularité d'être extrêmement intense puisqu'elle est liée à au groupe. Les sentiments qui naissent et se développent au sein des groupes ont une énergie à laquelle n'atteignent pas les sentiments purement individuels. C'est ça la puissance de la multitude. C'est dans les moments d'effervescence que se sont de tout temps constitués les grands idéaux sur lesquels reposent les civilisations. Les périodes créatrices ou novatrices sont précisément celles où, sous l'influence de circonstances diverses, les hommes sont amenés à se rapprocher plus intimement, où les réunions, les assemblées sont plus fréquentes, les relations plus suivies, les échanges d'idées plus actifs. C'est presque une description de Nuit debout. On diminue la société quand on ne voit en elle qu'un corps organisé en vue de certaines fonctions vitales. Dans ce corps vit une âme, c'est l'ensemble des idéaux collectifs, mais ces idéaux ne sont pas d'abstraites et de froides représentations intellectuelles, dénuées de toute efficace. Ces idéaux sont essentiellement moteurs, car derrière eux, il y a des forces réelles et agissantes. Ce sont les forces collectives. L'idéal lui-même est une force de ce genre. Cette description est d'une grande clarté. Elle montre la multitude se constituant en un groupe uni par le fait d'adhérer à une même croyance. Cette puissance du social qui se trouve ici décrite résulte de l'investissement affectif collectif des individus dans cette croyance. Elle est le concept clé pour comprendre les corps sociaux et les corps politiques. Elle est leur force de cohésion. Ce que Lordon appelle également puissance de la multitude ou imperium. Affect commun, puissance de la multitude ou imperium sont évidemment étroitement liés. C'est cette force qui donne son efficacité aux idéaux et aux valeurs dans leur capacité à faire agir les individus. C'est pour ça qu'on a là vraiment un concept central pour toute pensée sociale. En particulier, la valeur, comme il le dit, est une puissance d'affection de ce type, qui est engendrée par cette puissance de la multitude, qui provient de ce même processus, qui met sous tension les individus. Ceci, pour Lordon comme pour Spinoza, est vrai de toutes les valeurs, de telle sorte que la thèse de Durkheim d'une unité des valeurs trouve ici son concept. Pour l'économiste que je suis, c'est très important, car cela permet de comprendre que la valeur économique est de même nature que les valeurs religieuses, morales ou esthétiques. Alors que d'ordinaire, la théorie économique standard, au contraire, met la valeur économique du côté de la rationalité et du calcul, pour l'opposer aux autres valeurs sociales qui sont pensées comme des représentations plus ou moins irrationnelles. Il s'ensuit, dans le corpus actuel, disons, des sciences sociales, un dualisme des sciences sociales, un schisme entre économie et ce qu'on peut appeler les sciences historiques, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire. Cette approche spinoziste permet d'en finir avec ce schisme et de penser une science sociale unitaire. L'économie est de même nature que les sciences sociales, car elle est l'expression d'une valeur qui suit la même logique que toutes les autres valeurs et qui est fondée sur les mêmes principes et qui exprime le même concept, celui de puissance de la multitude. Pour finir, précisons comment se présente justement la valeur économique. C'était, je vous l'accorde, un peu abstrait.
dans cette nouvelle perspective théorique spinoziste? Eh bien, le support de la valeur économique, c'est le désir de monnaie. Ce qu'avec Aristote, on peut nommer la passion crématistique. Dans cette perspective, la monnaie s'impose, non pas en raison d'une valeur intrinsèque qui justifierait à elle seule son emploi, mais bien parce que la monnaie focalise un désir commun, d'où elle tire sa puissance et sa légitimité. La puissance de la monnaie exprime avant tout d'ailleurs comme un pouvoir d'acheter les biens, parce que chaque sociétaire est prêt à donner son bien contre de la monnaie. Cette adhésion à la monnaie, la confiance que les individus ont en elle, repose sur certaines représentations et croyances collectives. Ces croyances monétaires, on peut en faire l'histoire et l'analyse. Elles varient avec les sociétés et les époques. Nous savons bien que le rapport, par exemple, des Allemands à la monnaie n'est pas celui des Français. La monnaie néolibérale que nous connaissons, l'euro par exemple, n'est pas la monnaie keynésienne. Donc les principes qui organisent la croyance monétaire sont spécifiques à certaines périodes et phases du capitalisme et à une certaine structuration des rapports sociaux. Et donc c'est très intéressant de pouvoir les lire. Comme les croyances monétaires donc reposent sur une certaine vision globale de ce qu'est la communauté économique à travers l'affect commun, ce que sont les finalités de la communauté économique, on comprend que ces croyances monétaires entretiennent un rapport étroit avec les affects politiques qui portent également sur la totalité sociale. Ils ont tous les deux cette caractéristique de penser une totalisation du groupe. Pour cette raison, et je crois que c'est un point important, ce qui va dans une espèce de preuve empirique, si l'on peut dire, de cette assertion, c'est que les transformations monétaires et les transformations politiques sont fréquemment associées, étroitement associées. Par exemple, la Ve République est contemporaine de la réforme qui conduit au franc lourd. Et dans De Gaulle, dans la formation du franc lourd, il y a évidemment une représentation et un engagement politique qui dit quelque chose du genre que eh bien, on en a fini avec une période de franc léger et on est rentré dans un nouvel âge politique. De même, l'entrée dans le néolibéralisme, c'est assez intéressant, qu'on peut dater, comme vous le savez, en France, du tournant de la rigueur de 1983. Il est extrêmement significatif de voir que cette entrée dans le néolibéralisme qui marque une rupture extrêmement puissante dans l'histoire contemporaine a eu comme occasion une question monétaire qui était de savoir si le franc devait rester ou non dans le SME. On voit à nouveau ce lien étroit entre ces deux dimensions. On pourrait développer de multiples exemples. Par exemple, l'euro et l'Europe s'en serait un autre. Dans tous ces exemples, on voit que le débat monétaire, en tant que croyance collective, a cristallisé un débat qui porte également sur les finalités du corps politique. Et donc ici, ça illustre tout à fait ce concept d'affect commun. Je finirai en donnant un dernier petit exemple qui renvoie au titre dans lequel il y avait, je ne me souviens plus dans quel ordre, économie, politique et finances. Une autre illustration de ces concepts, ce serait les marchés financiers, en particulier au moment de ces bulles spéculatives et de ces bulles financières. À nouveau, dans ces épisodes, on voit quelque chose comme se constituer un cours, une histoire, une représentation, une certaine évaluation, par exemple au moment de la bulle Internet, à partir de la communauté financière. Donc on a un processus qui, à nouveau, ne devrait pas se décrire comme un processus qui partirait des acteurs pour arriver à une réalité qui intégrerait qui serait la somme des interventions, des jugements individuels, mais il se forme, et je pense que ça serait intéressant à examiner de près, il se forme sur les marchés financiers des jugements collectifs qui, d'une certaine manière, emportent les acteurs et serait une nouvelle expression de cet affect commun. Merci. Merci beaucoup André, tu as fait ça.
C'est au moment où j'allais prononcer le mot professionnalisme, paf, j'ai tout arraché. Bon, non, mais t'as fait ça avec un professionnalisme remarquable, et en plus, tu as réussi à passer par tous les points importants. Mais enfin, bon, ça pour moi, c'est pas une surprise, hein, je te connais depuis assez longtemps. Bon, alors du coup, c'est pas facile, c'est facile et c'est pas facile de te répondre, parce que comme tu as mentionné toutes les choses importantes, qu'elles mériteraient chacune de très longs développements, et que je ne vais pas pouvoir m'y adonner, faute de quoi, enfin, sauf à boulotter la totalité du temps que nous avons, je vais faire que des réponses extrêmement partielles et superficielles. Je vais reprendre les choses dans l'ordre où tu les as mises. Hein. Tu as commencé par, en effet, cette nouvelle figure théorique que j'essaye de promouvoir, qui est l'homo passionalis. Alors, là, il y a un point effectivement, très important. Comment l'introduire? Je pourrais dire ceci. Figurez-vous que ce livre, donc, les affects de la politique, un jour, en écoutant la radio, il y a une émission, je crois que c'est sur France Inter, et j'entends le livre discuté par deux journalistes, un journaliste du Figaro et un de Libération. C'est une souffrance, hein. C'est un truc qu'il faut pas souhaiter à son pire ennemi. Hein. Et le journaliste du Figaro, qui a évidemment tout compris, dit oui, bah qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, il nous dit qu'il y a des passions en politique. Bon, bah on le sait, ça, on le sait. Ah ouais, non, sauf que le livre dit pas du tout ça, ou dit plutôt quelque chose de très différent, et beaucoup plus exigeant que ah oui, il y a des passions en politique. Parce que ça, effectivement, c'est trivial, et tout le monde est susceptible de donner cet accord à une proposition aussi commune. Non, le livre dit non seulement qu'il y a des affects en politique, mais qu'il n'y a que ça. Alors là, normalement, les gens doivent se récrier. Parce qu'on veut bien qu'il y ait des affects en politique. On sait bien que des fois, ça s'agite un peu n'importe comment, etc. Ça s'emballe, tout ce qu'on veut. Mais enfin, au moins à titre d'idéal, et parfois même sous des réalisations certes imparfaites, mais enfin pas totalement nulles, on observe que la politique est aussi une affaire de rationalité. On essaye de débattre, argument contre argument, de former des raisonnements qui soient convaincants, etc., etc. Donc il y a de la rationalité. Bon. Alors, tout le but de cet ouvrage, c'est d'en finir avec cette antinomie de la rationalité et des affects. Ou, comme on disait à l'époque, c'est le titre d'un livre célèbre d'Hirschman, des passions et des intérêts. En posant, et là vous allez voir que c'est déjà beaucoup moins intuitif, hein, en posant que la catégorie princeps, c'est celle d'affect, et que c'est sous cette catégorie qu'on peut faire entrer comme une sous-catégorie le comportement rationnel comme un comportement passionnel particulier. Vous voyez, c'est pas du tout de dire il y a le rationnel et le passionnel. C'est plutôt l'occasion de dire les comportements qu'on dit rationnels sont une sous-catégorie des comportements passionnels. Alors, vous voyez bien que dans cette histoire, le rationnel au sens de la science politique ou de la science économique, etc., n'a rien à voir avec la raison. C'est deux choses différentes. Et que ce qu'on appelle le rationnel soit complètement entremêlé de détermination affective, on le sait bien, puisque la poursuite rationnelle de tel objet ou de telle finalité ne dit rien en elle-même quant à la rationalité de la finalité poursuivie ou de l'objet poursuivi. Alors moi, il m'est venu il n'y a pas longtemps une manière cinématographique de le dire. Alors comme tu es un grand cinéphile, André, j'espère que tu vas y être sensible. C'est les films de Tarantino. Les films de Tarantino, c'est extraordinaire. C'est très souvent des scènes avec beaucoup d'agents rationnels. C'est des grands théoriciens des jeux. Alors, il y a par exemple le dernier, là, celui Les 8 salopards, où je connais plus le titre, le titre original, mais également, j'oublie, il y en a un autre un peu avant. Ah bah oui, Django Unchained aussi. Alors vous avez là des agents. Et les agents, ce sont des grands ratiocinateurs. Bon. Alors évidemment, il y a du conflit partout. Et alors, ils disent très posément, avec un grand calme, alors voilà, si tu fais ça, lui, il va penser ça, et moi, à ce moment-là, je vais faire ça. Et lui, il répondra, tu vois, c'est des grands théoriciens des jeux. Et ce grand calme, cette façon très posée de formuler par anticipation l'argument, est évidemment le prélude aux plus grandes violences
puisque comme il est connu, hein, dans les films de Tarantino, ça se finit avec du sang sur les murs. Donc ceci pour dire que, vous voyez, la rationalité n'a rien de rigoureusement antinomique avec les affects et avec les passions. Et donc l'homo passionalis, en effet, l'homme d'affect, l'homme conduit par des affects, est la figure princeps. Et l'homo passionalis economicus s'en déduit comme l'un de ces cas historiquement situés, etc. Bon, alors là, évidemment, il y a des très grands auteurs, hein, à convoquer. Il faudrait mentionner les travaux d'anthropologie économique de Bourdieu. Il y a le cours du Collège de France qui vient d'être publié, mais il faudrait parler également de tout le travail de Norbert Elias, qui montre effectivement comment la rationalité s'engendre dans des biotopes propices, dans des milieux sociaux particuliers, qui promeuvent affectivement, je veux dire par des rémunérations affectives, qui promeuvent les comportements dits rationnels, c'est-à-dire contenus. Alors la rationalité, en gros, c'est essentiellement la logique du détour. C'est de réfréner l'envie de prendre tout de suite, hein, n'est-ce pas, et ceci afin d'avoir plus tard. Bon, c'est ça la rationalité. Mais vous voyez que ça n'échappe absolument pas à l'ordre du désir et des affects. Bon, il y aurait énormément de choses à dire là-dessus, mais j'en viens surtout à ton interrogation principale. Le spinozisme suffit-il à construire une science sociale? Tu as fait la question et la réponse, et je la partage entièrement. La réponse est non. Non, évidemment. Alors là aussi, je pourrais vous raconter la chose d'une autre manière. On ne peut pas tout faire dire à Spinoza. C'est tellement évident, vous voyez. Alors je ne sais même pas si j'ai eu l'occasion de te raconter. C'est une anecdote dont je me sers régulièrement auprès de mes étudiants, parce que ils ont, si vous voulez, je leur livre un énorme blog spinoziste, et évidemment ils ont un sain réflexe, méthodologiquement parlant, qui est de ne pas acheter tout de suite, et surtout de se méfier à l'idée de se trouver embarqué dans un trip exclusif aux limites du sectaire. Bon, donc tout ça, c'est des saines réactions. Bon, alors voilà, moi j'ai le souvenir l'une de mes toutes premières présentations de travaux spinozistes, c'était dans un séminaire de philosophie politique à Nanterre. J'avais fini la politique du capital, enfin j'étais en train, quoi, qui était d'un spinozisme extrêmement rustique, et il se trouve que j'avais publié un papier qui s'appelait Le Conatus du capital, qui avait été repéré par une prof de philosophie politique de Nanterre, qui m'invite, je présente ma petite affaire. Bon. Voilà, et dans ce séminaire marxiste, comme souvent dans l'univers marxiste, il y avait un sosie de Marx. Bon, c'est comme ça. Hein. Alors par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, le congrès Marx International, il y avait régulièrement 2 sosies de Marx, mais les mêmes, quoi. Les cheveux, la barbe, tout. Bon. Et là, mon sosie de Marx me dit, une petite voix, mais c'est très bien, votre histoire de Spinoza, c'est très intéressant, mais, ajoute-t-il, la phrase m'a glacé, mais, ajoute-t-il, moi j'ai mon petit Marx et ça me suffit. Bon, alors là, ça a été, si vous voulez, une espèce d'anticipation foudroyante. Je me suis dit, surtout, ne pas devenir comme ça. C'est-à-dire, ne pas me retrouver à égroter dans 20 ans. Oh, mais moi, vous savez, j'ai Spinoza et ça me suffit. Bon, et non, Spinoza ne peut pas suffire, en effet, parce qu'il livre en quelque sorte les schèmes élémentaires de l'action passionnelle, mais d'une manière, comme tu l'as dit, extrêmement sous-déterminée. C'est-à-dire, quiconque voudrait reconstituer, je ne sais pas, une théorie du capitalisme, une théorie de la monnaie, ou de n'importe quel fait social contemporain, ou même pas contemporain d'ailleurs, ne pourrait absolument pas y arriver avec les armes de Spinoza seul. C'est la raison pour laquelle le projet que je poursuis de sciences sociales spinozistes consiste en une hybridation systématique des concepts de Spinoza et des apports des théories de sciences sociales les plus intéressantes, sous contrainte évidemment de compatibilité des deux, parce qu'on n'hybride pas Spinoza avec n'importe quelle théorie piochée ici ou là, de sociologie, d'économie, ça va sans dire, etc. Donc il y a des contraintes de compatibilité minimales à satisfaire. Bon, il se trouve que, évidemment, ça n'a rien de hasard,
ces contraintes de compatibilité sont entièrement remplies chaque fois que j'essaye de faire travailler Spinoza en interaction avec mes auteurs ou nos auteurs préférés. Ça marche très bien avec Durkheim, c'est pas un hasard, ça marche très bien avec Marx, c'est pas un hasard, ça marche très bien avec Bourdieu et Mauss, c'est pas un hasard non plus. Je veux dire, à chaque fois, on pourrait repérer chez ces auteurs des influences spinozistes, latentes ou même explicites. Il y aurait des choses vraiment très impressionnantes à mentionner. Hein. Moi, je suis prêt à soutenir que Durkheim a écrit les formes élémentaires de la vie religieuse, la division sociale du travail avec l'éthique dans une main. Il y a des parallélismes de formulation qui sont trop frappants pour être honnête. Vous voyez, bon, Bourdieu était un immense lecteur de Spinoza. Il se trouve qu'il a été l'éditeur d'Alexandre Matron, qui a produit à la fin des années 60 l'un des commentaires les plus stupéfiants d'innovation intellectuelle sur l'œuvre de Spinoza. Marx recopiait dans ses cahiers des citations entières du traité théologico-politique, etc., etc. Donc, toutes ces sympathies ces sympathies théoriques ne sont pas le fait du hasard. Et il est vrai que on rencontre très vite la limite de ce qu'on peut dire en toute généralité, muni simplement des schèmes élémentaires de la théorie conatus affect ingenium. Et c'est tout à fait normal. C'est la raison pour laquelle, en quelque sorte, je sais que ce qu'il faudrait que je fasse maintenant, c'est passer à un autre type d'exercice. Bon, alors même que le premier volet de l'opération n'est pas tout à fait terminé. Le premier volet, ça serait de présenter les concepts de manière aussi rigoureuse que possible, mais sous une forme en même temps suffisamment simple pour être appropriable par les chercheurs en sciences sociales. Vous voyez, c'est toute une affaire. Mais peut-être qu'une manière de dépasser la difficulté, ça serait de procéder à cet autre type d'exercice que j'appelle la clinique passionnelle des situations particulières. C'est-à-dire, vous prenez une situation sociale et vous en faites la clinique, une situation sociale donnée. N'importe laquelle, hein, l'élection de Macron, la crise de l'euro, ce que vous voulez, et vous la décortiquez pour la reconstituer entièrement en la faisant fonctionner dans la grammaire des concepts spinozistes, nourris évidemment de toutes sortes d'autres apports sans lesquels il ne pourrait fonctionner véritablement. Donc voilà, en effet, pour faire une science sociale spinoziste, il ne faut pas avoir seulement Spinoza en main. Il n'y a pas la science sociale entièrement dépliée dans l'œuvre de Spinoza, et en même temps, il se trouve que c'est une philosophie qui appelle, comme son prolongement naturel, une sorte de science sociale dans la foulée. Il y a comme une science sociale latente à l'intérieur de la philosophie de Spinoza. Sur l'impuissance des idées, comme on va parler des croyances, etc., je réserverai ça peut-être pour la suite du débat. Mais en effet, c'est un point tout à fait central dans la philosophie de Spinoza qui nous dégrise de ce que Bourdieu aurait appelé l'illusion scolastique, illusion typique des intellectuels qui consiste à croire que les idées mènent le monde et que dès que les idées ont été posées, le monde s'y rallie sous l'effet de leur pouvoir de vérité intrinsèque. Or malheureusement, ce pouvoir est nul. Bon, et comme tu l'as dit, moi l'un des cas les plus typiques, enfin les plus capables d'illustrer exemplairement cette impuissance des idées sur les affects, qui était une grande problématique de la philosophie classique. Hein. Ce cas contemporain, c'est celui du changement climatique. C'est-à-dire tous les arguments de rationalité sont là, toutes les idées vraies sont là. On les a sous la main, elles sont dans nos têtes. Bon, je laisse de côté quelques climato-sceptiques, mais ceci ne suffit pas. Alors ça ne suffit pas par l'effet de plein de mécanismes proprement sociaux, etc. Mais des mécanismes aussi dans lesquels cet enchaînement, enfin ce schème particulier de l'impuissance des idées a sa part. Et un chercheur qui est un ami commun, Jean-Pierre Dupuy, travaille depuis très longtemps en effet sur ces histoires-là, en particulier autour des thèmes de la catastrophe, le catastrophisme, etc. Et il a monté des machines théoriques extrêmement sophistiquées pour essayer d'apporter une réponse à cette question. Comment se fait-il que la catastrophe inéluctable et annoncée ne parvienne pas, en dépit même de son ampleur, où le sort de l'humanité se joue ni plus ni moins, ne parviennent pas à entraîner une réaction qui soit à peu près à la hauteur, ou au moins un début de réaction.
Et moi, il m'a toujours semblé, lorsque j'ai commencé à lire Spinoza, que se trouvait dans cette philosophie, en effet, un argument extrêmement simple, central, qui permettait de faire l'économie de toutes les sophistications que Jean-Pierre Dupuy déploie depuis des années. Non sans bénéfice d'ailleurs collatéral. Hein. Et que l'argument tient dans cette proposition, qui est la proposition 14 de la partie 4 de l'éthique, qui dit la connaissance vraie du bien et du mal ne saurait réprimer aucun affect en tant qu'elle est une connaissance vraie. Mais seulement, ajoute la proposition, en tant qu'elle est considérée comme un affect. Bon, ce qui signifie qu'en effet, les idées ne deviennent efficaces au sens de capables de produire des comportements, qu'à la condition de se trouver adjointes d'affect. Sans quoi, elles nous laissent, comme le dit l'expression courante, elles nous laissent indifférents. Bon. Alors, là, c'est pareil, hein, moi il y a des cas très... Des cas aussi simples que parlants hein, à mentionner à ce sujet. Par exemple, moi c'est l'un de ceux que j'utilise toujours, c'est il y a quelques années, on apprend qu'un mathématicien a démontré la conjecture de Fermat. Bon, la conjecture de Fermat est devenue un théorème. Bon, je vous signale que pour 99,999% de la population, cette nouvelle n'a produit rigoureusement aucun effet. Enfin, je veux dire, ça n'a pas perturber le cours de vos actions ordinaires, que je sache. Hein. Bon, par contre, dans les 0,00001% que constitue le sous-ensemble de la population des mathématiciens, alors ça a été la transe, littéralement, quoi. Bon, donc vous voyez, et pourquoi? Parce que dans l'affectabilité des mathématiciens, c'est une tautologie, il entre la sensibilité aux idées mathématiques. Voilà. Alors que cette affectabilité n'est pas développée dans les autres complexions affectives du reste de la population. Dernier point sur la puissance de la multitude. Ah oui, alors c'est effectivement la grande question et qui l'a fait faire un pas de plus, comme tu l'as dit, hein, par rapport à Conatus Affect Ingenium, en direction d'une science sociale. Puisque la puissance de la multitude, si vous voulez, c'est le concept qui livre l'accès à la compréhension de ce qui fait l'efficace des institutions. C'est une énorme question hein, qui en général n'est jamais traitée, enfin très rarement traitée pour elle-même. Si vous voulez, on s'intéresse à leur surgissement, à leur crise, etc. C'est très important. Hein. Mais on ne parvient pas, ou on ne pose pas la question, comme si c'était un slava de soi, on ne pose pas la question de savoir ce qui fait que les institutions ont réellement prise sur nous. Comment nous tiennent-elles? Comment parviennent-elles à nous amener à leurs réquisites, à leurs normes? Car nous nous comportons d'après les normes promues par les institutions. C'est des choses très simples. Hein. Un feu rouge est une institution et vous vous arrêtez. C'est stupéfiant d'ailleurs quand on y pense. Hein. Il y a une lumière d'une certaine couleur et ça a un effet radical sur les comportements des gens. Ils s'arrêtent. Bon, au brûleur de feu rouge près, mais je veux dire, mais globalement ils s'arrêtent. Et en fait, c'est quelque chose à quoi l'on pense lorsque les individus sont soumis à deux injonctions contradictoires par l'ordre institutionnel. Par exemple, vous êtes au feu rouge, mais derrière, il y a une ambulance qui fait pimpon. Alors il va falloir... Là, alors que faire? Bon, évidemment, il faut passer le feu rouge pour la laisser passer. Mais vous avez vécu cette situation comme moi. Il y a des gens que ça laisse dans des abîmes d'indétermination. Vous voyez? Donc quand je dis qu'il y a un effet de stupéfaction des institutions sur les individus, c'est manière de rappeler que stupéfaction, stupéfait et stupide, c'est la même racine. Ça laisse les gens interdits. Vous voyez, donc là il y a un conflit qui... Alors ça ou la force symbolique d'une ligne blanche, une frontière, quelle qu'elle soit, hein, dans un bureau administratif, une frontière entre... Il ne faut pas passer. C'est un truc totalement symbolique. Il suffit de faire un pas en avant et c'est passé. Mais une force mystérieuse s'empare des individus et, une fois encore, les stupéfie. Les laisse immobiles et impuissants. Quelle est cette force? Alors, en dernière analyse, voilà, on ne va pas rentrer dans cette discussion, ça serait trop vaste, mais en dernière analyse, en effet, cette force, c'est ce que Spinoza appelle la puissance de la multitude, et grâce au talent interprétatif d'Alexandre Matron, on peut disposer désormais d'un modèle de sa genèse conceptuelle et de son opération. Et alors en effet là on retrouve effectivement cette proximité spontanée entre Spinoza et Durkheim. Ces citations des formes élémentaires de la vie religieuse sont
sont extraordinairement impressionnantes, n'est-ce pas, et disent quelque chose de ce qui naît de la coprésence des corps. Alors il faudrait que je vais m'arrêter là en terminant simplement, puisque c'est toi qui as fait cette introduction et qui a évoqué les problématiques de la valeur qui te sont chères et qui sont au centre de tes travaux, pour indiquer l'enjeu particulier qu'il y a autour d'une théorie unitaire de la valeur. C'est un programme de recherche quand, au détour d'une phrase, Durkheim annonce à la toute fin d'un ouvrage qui s'appelle Sociologie et philosophie et qui dit quelque chose comme en réalité tous les faits sociaux sont des faits de valeur. Et il en appelle par là, c'est-à-dire de croyance, n'est-ce pas? La valeur, c'est la croyance en la valeur. Hein. Et il en appelle par là, à demi explicitement, à une théorie qui serait une théorie générale et transversale de la valeur. Théorie générale, c'est-à-dire transversale à tous les ordres de valeur, et dans laquelle, ou par laquelle on traiterait tout aussi bien de ces ordres de valeur qui nous paraissent extraordinairement hétérogènes, qu'on nous a appris à tort à considérer comme hétérogènes, que sont la valeur économique, la valeur esthétique, la valeur morale, la valeur juridique. Si vous voulez, il y a quand même, d'ailleurs, enfin, il y a une, si vous voulez, il y a une homonymie là à laquelle on ne peut pas ne pas être sensible. Comment ça se fait qu'on utilise ce même mot de valeur pour passer à travers des faits sociaux réputés aussi différents? Bon, on le fait bien, bon, je veux dire, la valeur morale et la valeur économique, rien à voir, c'est au contraire, ce sont des antagonistes, etc. Bon, ça c'est une espèce de sens commun moraliste, vous voyez, qui dit ça. Mais en réalité, du point de vue théorique, ce sont des choses qu'il faut saisir avec les mêmes instruments. Et l'enjeu particulier qu'il y a autour de cette théorie unitaire de la valeur, c'est d'affirmer cette position particulière que tu es le premier à avoir énoncé en sciences sociales, qui est l'unidisciplinarité. Je me souviens, comme j'avais été marqué la première fois que j'ai lu ce terme sous ta plume, parce que l'un des articles de foi, d'ailleurs, fait pour être répété et jamais appliqué, en usage dans les institutions académiques, dans les institutions de la science, c'est la pluridisciplinarité, ou la multidisciplinarité, ou la transdisciplinarité, ce que vous voulez. Pluridisciplinaire. Alors, si vous voulez décrocher la timbale avec un projet à l'ANR, faites pluridisciplinaire, etc. Et non, toi, ce que tu disais, non, c'était tout autre chose, qui est beaucoup plus exigeant. C'est que les sciences sociales doivent se situer sous un régime de l'unidisciplinarité. C'est-à-dire avec une science sociale unique dans ses concepts fondamentaux, mais évidemment déclinable au travers des domaines d'objets variés qui sont à penser. Parce qu'effectivement, il y a des domaines spécifiques, il y a celui de l'économie, il y a celui de l'esthétique, etc., etc. Et c'est ça, en effet, en dernière analyse, l'enjeu central, me semble-t-il, d'une théorie unitaire de la valeur. Voilà. Et maintenant, à vous. Oui. Bon, je vous remercie tous les deux pour cet exposé très, très éclairant. Et je vais me contenter, c'est la première question, hein, c'est pour relancer le débat, de partir d'un article que j'ai lu dans la revue de la recherche, non pas la recherche, pour la science, dernier numéro, je crois, où l'auteur faisait une critique justement des sciences sociales, de la sociologie, en disant qu'elle ne pouvait pas être scientifique. Et bien sûr, il s'appuyait là-dessus sur la thèse popérienne, comme quoi effectivement elle n'était pas falsifiable, et surtout sur l'idée, la thèse de Weber, la séparation entre valeur,
les valeurs et puis bien sûr les faits, en disant, reprochant justement aux sciences sociales et notamment à la sociologie, eh bien de mélanger valeurs et puis faits, et donc en gros, disait-il, de faire de l'idéologie. Il me semble justement que, je réagis parce que je pense, en vous écoutant, j'ai pensé tout de suite à cet article que je venais de lire et qui m'avait frappé. Vous apportez effectivement, je crois, un élément de réponse. Peut-être, bien entendu, peut-être utile de compléter effectivement cette réaction. Après, j'aurais peut-être d'autres questions à poser. Vous n'auriez pas gardé en tête par hasard le nom de l'auteur ? Ah oui, c'est bien ça. Non, c'était une question rhétorique parce que là, il y avait une teneur en bêtise qui me semblait indiquer très, très sûrement son auteur. Oui, il fait, si vous voulez, il prospère en librairie et dans les médias avec ce genre de couillonnade que normalement on ne devrait pas tolérer auprès d'un étudiant en L2. Vous voyez, c'est pas admissible, hein, des bêtises pareilles. Donc, en réalité, ce que j'ai dit à l'instant ne constitue pas en soi une réfutation de cette ânerie qui doit être prise sous un autre angle, parce que si vous voulez, jusqu'à présent, j'ai parlé de, et c'est ce qu'André aussi a en tête, nous faisons référence tous les deux à une théorie positive de la valeur. Il y a des faits de valeur dans la société, ça, même Bronner l'accorderait bien volontiers, et ces faits appellent leur théorisation particulière. Non, l'argument sur la supposée non-scientificité de la science sociale ou de la sociologie par mélange indu de l'analyse et des partis pris, c'est-à-dire des valeurs du chercheur, non pas des valeurs de la société, mais des valeurs du chercheur, cet argument qui est issu de la vulgate weberienne, en réalité, si vous voulez, d'une pauvreté mais qu'on ne devrait même plus avoir à faire remarquer. Comme toute science, la science sociale part nécessairement d'a priori. Oui, là au moins c'est, si vous voulez, depuis Kant, et puis après depuis Popper, c'est pas la même chose que la question de la réfutabilité, hein, mais depuis Kant et depuis Popper, au moins on sait ça. On ne peut plus s'en tenir à l'idée empiriste que on va regarder soigneusement les faits, rien que les faits, et comme les faits parlent d'eux-mêmes, on en tirera la théorie adéquate. Vous voyez, j'ouvre ma fenêtre et je regarde le monde, et le monde va me parler. Non, pas du tout. C'est nous qui faisons toujours parler le monde d'une manière ou d'une autre, et nous le faisons parler à partir d'a priori, c'est-à-dire à partir de certaines postulations fondamentales, ou à partir de certaines thèses théoriques a priori que Popper appelait des conjectures, n'est-ce pas? Donc, et puis alors après, on voit si ça tient la route ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire de manière très très générale sur les sciences en général. Mais il est bien vrai que les sciences sociales en particulier ne sauraient se prévaloir d'un régime de scientificité analogue à celui des autres sciences, celles qu'on appelle les sciences de la nature. Bon. Cependant, se prévaloir d'un autre régime de scientificité, ça n'est pas échapper à toute scientificité possible. Il y a un épistémologue qui s'appelle Alain Boyer et qui avait une expression que j'ai toujours trouvée admirable, qui parlait de l'appartenance au genre science de ces disciplines. Bon. Mais en tout état de cause, ce qui est bien certain, c'est que pour les sciences sociales, les a priori qui sont nécessairement au départ de toute construction théorique, de tout discours scientifique, ces a priori sont, il est vrai, d'une nature particulière. Car, même s'ils s'énoncent sous des formes d'une extrême généralité, ces a priori disent toujours quelque chose, alors, le sachant ou non, l'explicitant ou non, mais disent toujours quelque chose de l'homme, de la société, des rapports de l'homme et de la société et de l'histoire. Et par là même, ces a priori ont essentiellement une teneur politique. Alors, avec, si vous voulez, avec des médiations plus ou moins allongées qui vous la font apercevoir plus ou moins clairement. Mais il y a toujours une teneur politique dans les a priori de la science sociale, quelle qu'elle soit. Quant aux a priori politiques de la sociologie de Gerald Bronner, ils sont tellement énormes qu'il est le seul à ne pas les voir. Bon, alors, si bien que la question n'est pas du tout celle de la contamination de la science
par les valeurs, c'est absolument pas celle-là. La question, c'est celle de la clarification des rapports entre le discours scientifique et ses propres postulats à teneur nécessairement politique. Voilà. Et ceci dessine trois figures de chercheurs. Alors, il y a le pire, c'est-à-dire, il y a le chercheur en sciences sociales qui n'a même pas conscience de ses propres a priori politiques. Il y a la figure intermédiaire du chercheur en sciences sociales qui en a quand même un peu conscience, mais qui fait tout pour les dénier ou les voiler, les recouvrir dans l'espace social élargi. Et puis, il y a les chercheurs, à la catégorie desquels André et moi nous essayons d'appartenir, qui, premièrement, reconnaissent leurs a priori, les disent, de telle sorte que rien n'est caché, et puis, dans un troisième temps, travaillent à trouver les meilleures formes régulatrices de la présence de ces a priori dans leur discours. Voilà, vous voyez, donc c'est tout autre chose. Et moi, je tiens que c'est précisément la réflexion sur la manière de réguler la présence et l'effet des a priori dans le discours de sciences sociales qui est la réalisation, l'effectuation de la scientificité, et non pas leur déni, car c'est un déni impossible et intenable. C'est une question c'est une question vraiment compliquée et sur laquelle j'ai les idées moins claires que celles de Fred. Et je dirais juste deux choses purement factuelles par rapport à ce qui a été dit. D'abord sur Popper. Popper évidemment avance ce concept de conjecture, mais était tout à fait au clair sur le fait que les scientifiques qui posaient ces hypothèses avaient ce qu'il appelait des métaphysiques. Et donc, il était tout à fait sensible à ce fait-là, que ce n'était pas un problème d'avoir des idées a priori tant qu'elles prenaient la forme d'hypothèses qui pouvaient être réfutées. Donc, c'est juste un point de détail. L'autre point de détail, c'est que, sur lequel je suis moins sûr, mais il me semble que chez Max Weber, lui aussi notait que il y avait quelque chose qui était irréductible en quelque sorte et qui était de l'ordre, disons, si on veut dire, de la subjectivité du chercheur, c'était le choix des objets de recherche, et que il y avait quelque chose de particulier, mais j'ai du mal à le formuler parce que je ne vois pas pourquoi ça serait très différent des sciences de la nature, mais quand même on en a l'intuition, c'est que en quelque sorte le monde social, les questions, et d'ailleurs ça c'est une évidence, c'est-à-dire que les questions qu'on pose au monde social n'arrêtent pas d'évoluer avec le contemporain. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose ici d'assez particulier au sens social. Je ne peux pas en tirer des conclusions épistémologiques vraiment définitives, mais que dans les sciences sociales, les questions qu'on pose sont constamment différentes, et donc elles évoluent, et Weber l'acceptait totalement, c'est-à-dire il voyait bien que c'était quelque chose qui était irréductible et qui conduit des fois, en effet, quand on regarde les sciences, c'est que c'est pas facile quelquefois de comparer certains résultats à des époques de l'histoire différentes, parce que en fait les questions qui se posent sont différentes. Alors tu nous as lancé une invitation. Tu parlais tout à l'heure de l'idée, ce serait donc de pouvoir élaborer une clinique passionnelle d'une situation particulière. Donc il m'est venu, quand tu disais ça, à une situation particulière, et peut-être pourras-tu te livrer à cette analyse clinique. Je crois que dans les années 90, il y avait en Suède, chez Volvo, une nouvelle modalité d'organisation du travail qui faisait que des équipes autonomes réalisaient une voiture de A à Z. Et les économistes à l'époque notaient que non seulement la productivité du travail n'en souffrait pas, mais qu'elle en était améliorée. À cela, la conclusion de l'expérience a donné que peut-être y a-t-il eu d'autres des évolutions techniques qui ont fait que ça n'était plus à l'ordre du jour, mais
des économistes ont dit, mais dans cette situation, le pouvoir de faire, le pouvoir de concevoir, d'avancer, d'inventer, appartient davantage aux ouvriers que aux détenteurs du capital. Est-ce qu'il y a une situation, est-ce qu'il y a une clinique passionnelle qui pourrait être produite à partir d'un exemple comme celui-là? Alors la réponse est oui, mais est-ce que ça serait très intéressant? En réalité, est-ce que ce que finalement tu as livré presque toi-même l'analyse complète du phénomène, et on pourrait très bien s'en contenter. On pourrait très bien aussi la reformuler dans les termes du spinozisme, à partir des catégories de désir, de l'élan de puissance du conatus, etc., etc. Moi, en l'occurrence, j'aurais tendance à penser que ça n'apporterait pas grand-chose de plus. Ça fait pas partie de ce type de... Ça n'est pas une situation propre à faire saillir la différence spinoziste en lui donnant toute sa productivité. Alors, c'est d'ailleurs j'ai été tenté d'ailleurs de répondre par une pirouette extrêmement arrogante à ta question. Est-ce qu'on pourrait développer une clinique? Et avant même de te laisser finir ta phrase, de dire oui. Parce que ma conviction, c'est qu'on peut toujours, sur toute situation, est analysable ou reconstituable avec le mélange adéquat des concepts spinozistes et des bonnes théories de sciences sociales complémentaires. Là, en l'occurrence, c'est un cas qui a été étudié par la théorie de la régulation, par exemple. Alors, c'est très arrogant d'un certain point de vue, et puis en même temps, à la lumière de ce que je viens de te répondre, tu pourrais me dire, oui, mais alors, si finalement l'analyse livrée par la théorie de la régulation nous suffit, alors à quoi bon tout ce fourbi, toute cette usine à gaz spinoziste? Alors à quoi? Je te répondrai la chose suivante. En réalité, pour justifier toute cette entreprise spinoziste, dont il faut bien dire que la barrière à l'entrée est haute, le coût d'entrée est élevé. Les concepts de Spinoza sont pas faciles, ses thèses sont déroutantes, et d'un certain point de vue, il y a une économie rationnelle assez bien fondée de l'effort intellectuel qui peut déterminer beaucoup de chercheurs à dire non, moi cet investissement-là, j'y consentirai pas. Je suis pas, c'est pas, j'ai mon petit Marx et ça me suffit, mais moi j'ai mes constructions théoriques et pour dire ce que j'ai envie de dire, ça me suffit. Et c'est quelque chose qui est audible, si tu veux. Alors pour essayer de les convaincre, il faut dire les trois choses que peut faire la théorie spinoziste. Premièrement, d'abord, il faut qu'elle se montre, ça c'est une exigence élémentaire, capable de cette reformulation au ras des analyses déjà existantes. C'est-à-dire que ces analyses sont reformulables dans les termes de la grammaire spinozienne. Et c'est possible en principe, ça l'est toujours. Très bien. La deuxième chose, c'est, regardez ce qui était intéressant, c'est que ça n'est pas simplement que je peux faire de la théorie de la régulation avec les concepts de Spinoza, c'est que je peux reformuler en termes spinoziens la théorie de la régulation, mais du Marx aussi, du Bourdieu, etc., etc. C'est-à-dire que la grammaire, l'idiome spinozien a des vertus d'unification théorique extrêmement puissantes qui lui permet de donner une grammaire commune à des théories qui sont séparées. Donc ça, unification théorique, c'est bien. Mais la troisième chose que fait une théorie spinozienne, et c'est là vraiment qu'elle devient intéressante, c'est que non contente d'avoir reformulé certaines des théories qui nous sont chères, elle leur permet de faire un ou deux pas de plus que ce qu'elles ont fait jusqu'à présent. Et par exemple, on peut faire dire, comment dirais-je, on peut augmenter le marxisme de Marx avec Spinoza. C'est-à-dire, on peut éclairer des tâches aveugles du marxisme avec Spinoza. Bon, là, il y aurait un très long débat à faire. Moi, je soutiens que Spinoza donne l'anthropologie manquante de Marx. Il manque une anthropologie chez Marx. Et celle-ci peut être trouvée chez Spinoza. Spinoza permet de faire
quelques pas de plus en avant de ce que Bourdieu a fait faire à sa propre sociologie. C'est avec des concepts de Spinoza qu'on peut penser des phénomènes plus fins que ceux auxquels le concept d'habitus nous donne accès. Bon, par exemple, c'est à une démonstration de cette nature que s'est livrée une philosophe spinoziste qui s'est avancée sur le terrain de la sociologie, qui s'appelle Chantal Jacquet, avec un ouvrage que certains d'entre vous connaissent peut-être ici, qui s'appelle Les transclasses. Bon, il faut enrichir le concept d'habitus par le concept spinozien d'ingenium pour avoir l'intelligence complète de ce phénomène particulier, ce phénomène sociologique particulier qui semble contredire la sociologie, qui n'a contredit en rien, qu'on appelle les transclasses, etc. etc. J'aimerais entendre développer un autre aspect, un autre pan de votre réflexion, à savoir celui du passage à la pratique politique. C'est-à-dire que si je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure à propos de Bruckner qui, pour la recherche, pour la science, et en passant d'un plateau à un autre, Transculture, Transitaire, etc., vous l'attendez sur toute une sociologie, du moins tout un courant sociologique, en passant de Durkheim à Bourdieu, et précisément en parlant de Bourdieu, il a utilisé le terme la sociologie est un sport de combat. Je l'ai écouté au moins 10 fois dans toutes ces interviews, que le sociologue, s'il doit se réclamer d'une science qu'il dénie déjà à toute cette sociologie, doit s'abstenir de passer à l'acte politique. Voilà. Donc c'est un aspect. Merci. Bah oui, là c'est magnifique. Si vous voulez, la torpille Bronner est un truc à tirer dans les coins. Enfin, et hop, ça lui revient et sous la ligne de flottaison, quoi. Donc, en effet, pour quelqu'un qui entend séparer rigoureusement les engagements politiques et les valeurs et l'analyse scientifique de la sociologie, se livrer à cette tournée, parce qu'en effet, il fallait être troglodyte pour pas y avoir droit, se livrer à cette tournée générale pour discréditer la sociologie critique et cette entreprise dont les arrière-plans, que ces arrière-plans politiques ne peuvent pas faire qualifier de purement scientifiques, n'est-ce pas? Et surtout que ceux-là sont évidents. Pour ne rien dire du fait qu'il est lui-même sociologue officiel du régime, vous voyez, et conseiller du président de la République. Bon, si vous voulez, là on est dans la contradiction performative la plus monumentale. Donc en effet, là c'est votre argument clôt la discussion. Maintenant, pardon, mais c'est juste une minute pour mes... parce que bon, on va pas non plus passer la soirée là-dessus, quoi. Ça serait trop triste. Mais effectivement, ce que j'ai voulu faire dans les affects de la politique, c'est poser un certain nombre de bases permettant de théoriser, si possible avec pertinence, l'action politique elle-même, l'action au sens de l'activisme, n'est-ce pas? Donc c'est un point important. Et du coup, j'avais une question. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu les liens qui peuvent se trouver entre le conatus comme élan, alors vous en avez parlé comme un élan, comme désir d'agir, disait André Orléans dans son introduction, et puis je crois que c'est aussi le fait de persévérer dans son acte, et le désir de monnaie dont parle André Orléans dans l'Empire de la valeur. Ah oui, mais là le lien est très vite établi, et là aussi, si vous voulez, il illustre exemplairement le travail combiné des concepts de Spinoza et des sciences sociales. Alors le conatus, en effet, qui est défini par Spinoza comme l'effort que chaque chose déploie pour persévérer dans son être. Au passage d'ailleurs, vous noterez que il s'agit de chaque chose, donc la bouteille d'eau a son conatus à elle, n'est-ce pas, tout autant que nous ici. Mais là, on est dans le cadre vraiment de la philosophie de Spinoza, qui, d'un point de vue strictement ontologique, ne fait aucune
différence entre les choses du monde. Les choses du monde sont à égalité parfaite de statut ontologique. Ontologiquement, nous ne valons pas mieux que la bouteille, la table, le micro, ce que vous voulez. Mais la stricte égalité ontologique des choses n'interdit nullement, en effet, leur différenciation ontique. Elles se différencient selon leur degré de puissance. En effet, la bouteille d'eau ne produit pas autant d'effets qu'un individu humain, par exemple. Voilà. Bon. Ceci étant dit, le conatus, donc, est en quelque sorte un élan de puissance, un élan d'activité, un élan pour produire des effets, mais en quelque sorte générique et intransitif. C'est-à-dire à qui il manque ces emplois, ces objets. Qu'est-ce qui fait que cet élan de puissance générique va se trouver déterminé comme désir particulier de poursuivre tel ou tel objet? C'est la rencontre de choses extérieures. C'est telle affection qui va entraîner tel affect, qui va entraîner tel désir, et d'où suivront tels objets à poursuivre, donc tel mouvement de corps pour les atteindre, etc. etc. Donc le conatus que Laurent Bove a caractérisé comme un désir sans objet peut également être présenté comme un élan encore sous-déterminé et en attente de sa détermination comme désir particulier. Alors très bien, donc le conatus, après avoir été affecté, va se trouver déterminé comme désir à poursuivre. Bon, alors là arrivent à ce moment-là les structures de l'économie marchande, n'est-ce pas? Bon, alors l'économie marchande nous met une certaine catégorie d'objets sous le nez à désirer et nous apprend à les considérer comme désirables d'ailleurs. C'est tout un travail, ça ne va pas du tout de soi, n'est-ce pas? Je veux dire, les programmes de sciences économiques et sociales au lycée sont retaillés pour faire la part belle, sinon exclusive, à l'économie en oubliant tout le reste, toutes les autres sciences sociales. Moyennant quoi, on fait réfléchir les gosses à des problèmes comme calculer votre optimum quand il s'agit de choisir tel abonnement à un opérateur de téléphonie mobile. Si vous voulez, comme si là on avait une espèce d'essence de l'homme. De tout temps, l'homme a désiré les abonnements de téléphonie mobile. Et puis après, il y a la rationalité qui vient et qui fait faire les bons choix, quoi, etc., etc. Mais non, apprendre à désirer de cette manière est l'effet d'une longue éducation. Il y a une phrase de Bergson que Bourdieu cite quelque part, mais je me souviens plus où exactement, où il dit qu'il a fallu des siècles d'histoire pour produire un utilitariste comme M. Stuart Mill. Voilà. Et c'est très intéressant ça. Donc, et en effet, on en revient à ce dont il était question au début. Il faut faire l'histoire de cette conformation des désirs, des imaginaires, des ingenia, le pluriel d'ingenium, etc., qui sont ceux de nous, individus contemporains, plongés dans la société marchande. Bon, alors, une fois que ces désirs-là ont été conformés, effectivement, la monnaie s'impose comme méta-objet de désir, puisqu'elle est l'objet de désir qui donne accès à tous les objets de désir marchands. Voilà, donc effectivement, et comme dit Spinoza, elle est l'abrégé de tous les biens. Il y a très peu de choses dans l'œuvre de Spinoza sur l'économie, très peu de choses, mais il y a cette phrase dans l'éthique qui dit ça. L'argent est le compendium, l'abrégé ou le résumé de tous les biens. Alors évidemment, Spinoza lui aussi dit ça un peu sur le mode d'une évidence première, mais ce qu'il faut voir, c'est que cette phrase est plus l'énoncé d'un problème que d'une solution. C'est-à-dire le problème, c'est par quel processus sociaux et historiques la monnaie s'est-elle imposée comme le méta-objet de désir. Et comme vous le savez, il y a des sociétés humaines pour lesquelles la monnaie était un objet vil. Celui qui le poursuivait était indigne, déshonoré, une poursuite déshonorante, quoi. Les objets à poursuivre étaient autres. Et dans la hiérarchie des valeurs sociales, la poursuite monétaire venait assez bas. Bon, voilà. Oui, on peut ajouter, en plus c'est un texte qui nous est commun, donc sur jeunesse de l'État, jeunesse de la monnaie, où précisément on a essayé de spécifier la forme des relations sociales qui étaient les relations marchandes, pour essayer d'expliquer comment dans la structure, là Fred a été obligé d'aller vite, mais comment dans la structure économique, le désir va se porter sur un objet qui permet, parce que et l'idée de base, si vous voulez, parce que vous pouvez lire les textes, mais l'idée de base, c'est que dans une société marchande, c'est-à-dire dans une société où chacun est séparé d'autrui,
la capacité à avoir accès à autrui qui détermine les biens d'autrui, qui détermine sa puissance d'être dans ce monde, dans ce modèle formel, la puissance d'être dans ce modèle marchand, eh bien ça dépend de la capacité que vous avez à obtenir des marchandises, parce que c'est un modèle, donc il n'y a que des marchandises, c'est la capacité. Donc les acteurs, leur puissance d'être dans le monde marchand, c'est la capacité d'obtenir des marchandises. Et à partir de là, voilà, c'est ça. Donc au moins là, vous avez les premiers concepts qui s'articulent. La forme du conatus, c'est-à-dire la capacité à accroître sa puissance dans ce monde marchand. La puissance, c'est quoi dans le monde marchand? C'est la capacité de contrôler les marchandises. Comment est-ce que vous contrôlez les marchandises? C'est pas facile parce que c'est un monde de l'échange volontaire, donc vous ne pouvez pas voler, par exemple, par hypothèse, ce monde ne vous autorise pas à prendre les marchandises des autres, ni à les tuer, donc on va supposer que c'est comme ça, et la seule manière que vous ayez, c'est de pouvoir donner quelque chose qui soit désirable à autrui. Et donc cette structure conduit les acteurs à chercher quelque chose qui serait le désirable, parce que le désirable, c'est ce qui permet d'exister dans accéder à autrui. Imaginez qu'aujourd'hui, tout notre argent soit dissous et disparaissent, comme il y a eu quelquefois dans des crises monétaires où l'argent diminue. Eh bien, votre problème à vous, ce sera à nous tous, ce sera de savoir comment est-ce que je peux avoir accès aux biens qui me permettent de vivre. Et ce que vous rechercherez, c'est les biens que les autres vont désirer. Et c'est cette structure logique qui permet de conduire à cette idée que dans l'ordre marchand, la forme du pouvoir, c'est la monnaie, et que cette monnaie émerge à travers ce processus de recherche du bien désirable. Évidemment, je saute plein d'étapes, et cette recherche du bien désirable est obtenue par la coalition et la polarisation du groupe sur un certain objet qui est émis comme monnaie. Donc le fait qu'une monnaie est une monnaie, c'est simplement parce qu'elle est acceptée par tous, et elle est acceptée par tous simplement parce que tout le monde pense qu'elle est acceptée par tous. Et donc il y a cet effet d'autoréférentialité qui permet de... Voilà. Et je crois que, pour continuer, je crois qu'on a là une vraie rupture conceptuelle par rapport à la question de la monnaie. La monnaie n'est jamais pensée comme ça. Elle est pensée comme l'instrument qui facilite les échanges, etc. C'est vraiment une rupture conceptuelle qu'il établit comme ce désir unique, et qui a plein de propriétés satisfaisantes, parce que ça permet d'expliquer, me semble-t-il, plein de choses sur la monnaie. Par exemple, quelque chose qui est un peu... c'est l'instabilité, par exemple, de la demande de monnaie. Le fait que le rapport qu'on a avec la monnaie, ça dépend, quand tout va bien, vous n'en avez pas trop besoin, et puis d'un seul coup, s'il y a une crise, alors tout le monde va avoir besoin de monnaie. Donc le rapport à la monnaie lui-même est instable et dépend des relations, ce qui est un peu compliqué des fois dans l'économie. Théoriser l'action politique, disiez-vous? Où êtes-vous? Ah pardon. Théoriser l'action politique, disiez-vous précédemment, M. Lordon. Alors voilà, vous nous avez présenté une élaboration très ambitieuse, très séduisante, mais pour moi, il y a une question qui surgit inévitablement. Peut-elle et comment nous aider à nous orienter dans la pratique, c'est-à-dire effectivement dans l'action politique, dans les choix politiques qui nous sollicitent, j'allais dire presque quotidiennement, ou en tout cas très souvent. Est-ce qu'on n'est pas... Est-ce que cette belle construction théorique ne nous laisse pas quand même très loin de la réalité des combats politiques et sociaux qui se présentent à nous au quotidien? Non, alors c'est une autre... votre question déplace la discussion sur un autre plan, sur le plan non plus positif mais normatif. Non, alors là, ça devient tout différent. En effet, moi ce que je revendique, c'est la capacité positive de la théorie spinozienne, avec ses adjonctions, etc., etc. Je ne vais pas le redire à chaque fois, mais donc d'une science sociale spinozienne entendue comme concept synthétique. Alors oui, la science sociale spinozienne nous permet de penser positivement les dynamiques politiques. Bon. Alors, mais vous posez une autre question, qui est de savoir comment nous orienter, c'est-à-dire normativement. Comment élire les fins politiques bonnes à viser, etc. Bon, mais ça, la théorie spinozienne ne vous le dira pas.
Alors, c'est une question en réalité d'une extrême complexité, qui renvoie précisément à la structure de la normativité dans l'œuvre de Spinoza. Il y a quelque chose d'extrêmement dérangeant dans cette philosophie quand on y pense, et qui tient à son relativisme axiologique radical, en apparence. Spinoza dit une chose, si vous voulez, et c'est là que commence la déstabilisation, il dit ceci: nous ne poursuivons pas, nous ne désirons pas un objet parce qu'il est un bien, mais au contraire, nous ne disons qu'il est un bien que parce que nous le poursuivons et le désirons. Et il y a d'ailleurs chez Spinoza une critique radicale des catégories de bien et de mal, comme production typique de l'imaginaire. Bon, alors, oui, alors là, c'est un peu raide à avaler un truc comme ça. Puisque, finalement, qu'est-ce qu'on doit en tirer? On doit en tirer qu'il n'y a nulle part dans la société de fondement ultime, ni d'ancrage objectif auquel se raccrocher. Donc, toutes les valeurs, d'une certaine manière, peuvent être remises en question. Voilà ce que nous dit Spinoza. Et que nous ne sommes pas prêts à accorder sans un minimum de réticence. Donc, Spinoza regarderait, semble-t-il, en apparence, d'un œil froid et égal, une société qui pratique le sacrifice des enfants à des fins propitiatoires, et une société qui décrète à l'inverse que l'enfant est ce qu'il y a de plus sacré et l'objet de respect ultime. Voilà, il semble nous dire ça. Est-ce qu'il le dit tout à fait? Pas complètement. Mais parce qu'en réalité, il y a un étage suprême dans la normativité chez Spinoza qui est la vie sous la conduite de la raison. Alors, il y a bien un souverain bien qui est affirmé par Spinoza et qui est affirmé d'ailleurs dès une œuvre de jeunesse qui ne sera publiée qu'à titre posthume, qui s'appelle Le traité de la réforme de l'entendement. Et d'ailleurs, finalement, l'éthique même n'aurait ni son sens, ni son titre, si elle ne posait pas ce souverain bien à poursuivre, et ce souverain bien, elle en donne la définition, et c'est la vie sous la conduite de la raison. Et puis, alors, entre ces deux étages, celui du relativisme moral, du relativisme axiologique, semble-t-il, le plus radical et qui nous laisse le plus désorienté, et l'étage suprême de la vie sous la conduite de la raison comme souverain bien, on passe pas très facilement. Alors, Spinoza s'essaye, enfin, c'est pas qu'il s'essaye, c'est qu'il négocie ce passage à l'intérieur de la partie 4 de l'éthique, où il définit ce qu'il appelle l'exemplaire de l'homme sage. Alors, c'est une espèce de portrait, oui, c'est une espèce de portrait affectif de ce que c'est que la sagesse, et qui permet de régler la conduite de nos existences sur, en quelque sorte, ce modèle. C'est-à-dire qu'après avoir fait la critique radicale des catégories de bien et de mal, Spinoza les restaure d'une certaine manière en nous disant ce qui est bien, c'est ce qui nous rapproche dans ce trajet vers l'homme sous la conduite de la raison. Bon, est-ce qu'on peut faire un usage politique de ça? Moi, je vais vous le dire franchement, je ne crois pas. Sauf malhonnêteté intellectuelle patente. C'est pas Spinoza qui va vous donner l'argument objectif absolument fondé qui vous convaincra de passer à la révolution communiste ou de sortir du capitalisme même. Évidemment, ça, Spinoza nous dira positivement que le capitalisme est un régime d'impuissance. C'est clair, il nous le dira très facilement parce que il aura recours à, disons, la théorie de l'affect tenace, qui est le désir de marchandise. Ah oui, tant qu'on a l'esprit occupé par des marchandises à poursuivre, on l'a pas, si vous voulez, on n'a plus de disponibilité mentale pour travailler à maîtriser nos affects, vivre sous la conduite de la raison, etc., etc. Bon, alors, mais de ce point de vue, vous voyez, c'est un critère dont le pouvoir de résolution est insuffisant. Est-ce qu'avec ce critère de la vie sous la conduite de la raison, vous pouvez faire une distinction, vous pouvez faire une différenciation entre le néolibéralisme présent et le fordisme qui l'a précédé, ou une forme de capitalisme qui dépasserait le néolibéralisme présent? La réalité, c'est que non. Bon.
Et alors dans ces conditions, nous sommes renvoyés à ce que, pour mon compte, j'appelle la condition anarchique, mais au sens étymologique du terme. L'anarchie, c'est pas étymologiquement parlant, c'est pas du tout le courant politique auquel vous pensez, qui en réalité devrait s'appeler quelque chose comme acratie, vous voyez. L'anarchie, c'est an-arché, préfixe privatif, et l'arché, c'est le fondement. La condition anarchique, c'est la condition humaine telle que il n'y a aucun fondement assuré pour les valeurs. Et pourtant, il y a des valeurs dans la société. Mais par quoi les valeurs sont-elles soutenues? Réponse, elles sont soutenues par l'affect commun, par le fait qu'elles sont l'objet d'une croyance commune. Voilà. Mais c'est tout. Et il n'y a rien d'autre. Et l'affect commun peut à tout instant élire de nouvelles valeurs. D'ailleurs, il le fait. Il le fait pendant très longtemps. L'affect commun, la croyance commune, était investi dans l'objet thèse que les femmes n'ont pas la jouissance d'une âme, ou bien qu'il n'était pas permis de mettre en question l'existence de Dieu, ou bien que l'homosexualité devait être pénalisée ou pathologisée, etc. Et ces choses-là ont changé. Ces choses-là ont changé parce que les sociétés travaillent sur elles-mêmes et refont leurs fondements, qui ne sont jamais des fondements ultimes, refont leurs ancrages, qui ne sont jamais des ancrages absolus. Et il faut vivre en sachant que nous avons à affronter le vide axiologique fondamental de la condition anarchique. Alors là, il y aurait énormément de choses à dire, donc je ne peux pas rentrer là-dedans. Hein. Donc je vais simplement vous laisser avec ce sentiment de désorientation et de déception. Oui, juste un point. Pourtant, Spinoza semble opter pour la démocratie, ce qui, au XVIIe siècle, je veux dire dans les Pays-Bas, est une rareté. Et, donc il y a bien un choix. Vous avez absolument raison. Alors le problème est que il est mort au bout de la 3e page du chapitre 11 du traité politique sur la démocratie. Et depuis, si vous voulez, nous sommes en suspens, quoi. Voilà. Alors, sauf prosopopée un peu abusive, on hésite à le faire parler comme ça. Simplement, il est vrai que nous avons la première phrase du chapitre 11. J'en viens maintenant à cet état absolu en tout, qui est la démocratie. Et donc, en effet, Spinoza fait une différence dans les agencements institutionnels. Et alors, encore une fois, je veux dire, on peut le faire parler un peu, vous voyez. Vous n'interviendrez pas, enfin moi c'est ce que je me refuse à faire personnellement, hein. Je me refuse à intervenir dans le débat politique au nom d'un argument d'autorité spinozien qui dirait Spinoza nous dit qu'il faut fermer la bourse, vous voyez, quelque chose comme ça, ou qu'il faut sortir de l'euro, vous voyez, bon, des choses comme ça. Parce que ce sont deux plans discursifs qui sont beaucoup trop éloignés pour qu'on les mette brutalement comme ça en communication l'un avec l'autre. Donc, et on est tenu, disons, à une espèce de clause d'honnêteté intellectuelle minimale. Mais en effet, ça ne veut pas dire que Spinoza ne dise rien en ces matières. Et en l'occurrence, vous le rappelez très opportunément, il fait une distinction dans les différents agencements institutionnels qui s'offrent à nous sous le rapport du degré auquel les institutions nous empuissantisent ou nous impuissantisent. Voilà. Bon. Eh bien, effectivement, obéir aveuglément au monarque, c'est moins bien qu'être associé à la décision collective. Ça, je pense qu'on peut lui faire dire, sans trop de difficultés. Bonsoir. J'ai une question, c'est est-ce qu'après le capitalisme, il y a un autre système économique? Parce que de nos jours, on voit le développement des OGM, les humains des arbres génétiquement modifiés. On observe presque la saturation, puisque le capitalisme mène à la construction d'une société, économiquement parlant en fait. Donc, vu le... Je suis pas sûr de comprendre très bien votre question, mais pour me donner alors allez-y peut-être. Si je peux la reformuler, oui. C'est est-ce qu'il y a un autre système économique après le capitalisme en fait? Ah, alors là, je peux vous répondre, oui. Alors, oui. Je peux vous répondre qu'après la pluie, le beau temps. Non, mais c'est pas, si vous voulez, c'est même pas une plaisanterie que je fais. Le mode de production capitaliste est une formation historique, c'est-à-dire née de l'histoire, et comme tout ce qui est né de l'histoire, elle disparaîtra avec l'histoire. Ceci est sûr. Alors évidemment,
c'est une certitude qui nous fait une belle jambe, parce que on ne sait ni quand ni comment. Bon, voilà, donc ça peut durer encore longtemps, hein, cette histoire. C'est comme si, par exemple, supposez, il y a Cité Philo, on est au 9e siècle. Et un auditeur prend le micro, enfin, je sais pas quoi, le porte-voix, et dit, mais quand même, est-ce qu'il y a un au-delà, est-ce qu'il y aura une forme politique possible après le féodalisme? Et le conférencier répond, mais oui, après la pluie, le beau temps. Bon, mais il va falloir attendre quand même une paire de siècles, n'est-ce pas, pour sortir du féodalisme. Mais ça n'invalide pas l'énoncé en toute généralité. Le capitalisme passera. Est-ce qu'il passera selon le mécanisme qui avait été anticipé par Marx? Probablement pas. Ce mécanisme, il a déjà été plus ou moins mis en échec. Alors je sais qu'il y a des économistes marxistes qui essayent de le rescaper malgré tout, qui mettent des chevilles, des cales, etc., etc. Donc la discussion est toujours ouverte là-dessus. Bon, alors après, il y a une autre question dans votre question que je me permets d'extraire, parce que je le vois, ça c'est un objet de débat dans la gauche radicale, hein, où on en appelle à sortir de l'économie. Bon, moi c'est une proposition dont je comprends pas le sens, hein, sortir de l'économie. Mais en réalité, je fais semblant de ne pas comprendre, parce que comme toujours, ce sont des incompréhensions ou ce sont des difficultés qui reposent sur une absence de clarification des concepts. Donc qu'est-ce qu'on appelle économie? C'est ça la question. Bon. Si, en toute généralité, comme moi j'y suis enclin, on appelle économie l'ensemble des rapports sociaux sous lesquels s'organise la reproduction matérielle collective, alors il est évident que jamais, par définition, on ne sortira de l'économie, puisque nous aurons toujours une vie matérielle, pour cette simple et bonne raison que nous avons des corps, et qu'il faut les nourrir, il faut les vêtir, il faut les soigner, il faut les abriter, etc., etc. Et d'ailleurs, on le sait bien, il y avait une économie dans les sociétés qui étudient les anthropologues. Marshall Sahlins est une très grande figure de ce qu'on a pu appeler justement l'anthropologie économique, n'est-ce pas? Et les sociétés qu'il étudie, je vous prie de le croire, n'ont aucun rapport avec la nôtre. Ce n'est pas des sociétés capitalistes, mais c'est des sociétés dans lesquelles il y a néanmoins une économie. Bon. Alors, on peut comprendre maintenant économie en un autre sens, alors qui est un peu plus difficile à définir. Je ne saurais pas trop comment faire d'ailleurs, hein. Alors, dans ce sens-là, qui est jamais explicité comme tel, hein, donc je me livre à de libres interprétations de propos qui ne sont pas les miens, hein. Dans ce sens-là, c'est comment sortir de la rationalité économique, du comportement économique intéressé, etc., etc. Bon, c'est pas, vous voyez, c'est pas brillant, hein, ce que je dis. En réalité, si on poursuivait dans cette voie, mais c'est toi, André, qui pourrait y aller, on en reviendrait nécessairement, me semble-t-il, à quelque chose comme ce lien indissoluble de ce que nous appelons depuis, depuis 2 siècles, l'économie et la monnaie. Autour de cette thèse que ce qui définit principalement l'économie, c'est qu'elle est monétaire, n'est-ce pas? C'est que, précisément, les échanges qui ont lieu entre les individus en rapport avec les finalités de la reproduction matérielle, ces échanges sont économiques au sens propre du terme, ce qui signifie que ce sont des rapports d'échange particuliers. Ce sont des rapports qui ont à voir avec le fait qu'on peut s'acquitter, n'est-ce pas? C'est très important, ça. L'échange économique, c'est un échange dans lequel il y a en jeu une certaine dette dont on peut s'acquitter. Lorsque vous allez acheter votre baguette, n'est-ce pas? Vous recevez votre baguette. D'ailleurs, en général, le boulanger la garde, hein, avant d'avoir touché vos... Bon. Mais voilà, vous prenez votre baguette et vous êtes en dette. Vous êtes en dette de 70 centimes d'euros, n'est-ce pas? Bon. Et il va falloir... Mais lorsque vous aurez payé, c'est fini. Le rapport avec le boulanger est terminé. D'ailleurs, vous n'avez pas eu à être spécialement amis ou avoir des rapports de sympathie, etc. Non, il y avait un rapport de dette circonscrit, localisé. Le paiement, il met un terme définitivement. C'était pas la même chose dans les rapports de reproduction matérielle qui étaient régis par de la solidarité ou de l'entraide, etc. Alors, je dis ça avec des mots qui ont une valence positive, hein, à nos oreilles contemporaines, mais ça peut être une servitude, hein, ces rapports-là. C'est des rapports de don contre don. L'échange n'était pas économique en première instance, il était symbolique. C'était une économie anti-économique, si vous voulez. Le rapport de don contre don, on n'en sort jamais. C'est ça l'ennui.
si vous voulez. Ça se relance toujours, vous voyez. C'est comme l'invitation avec les voisins. C'est horrible. Ah là là, ils nous ont invités, il va falloir qu'on les invite. Et puis après, eux, ils vont se dire la même chose. Il faut qu'on les réinvite. Et ça n'en finit pas. Bon. Alors, et c'est pour ça que, c'est pour ça qu'il y a une phrase, extraordinaire dans les Essais de Montaigne, qui lui vit dans une société où il éprouve, si vous voulez, c'est une société de l'individualisme naissant. L'individualisme comme tendance à essayer de s'affranchir de tous ces rapports de la tradition, des obligations sociales, etc. Voilà. Donc lui, il souffre de ce à quoi nous on aspire, retourner. C'est bizarre, hein, ces allers-retours d'histoire. Et il dit, oh là là, moi j'aime bien mieux un bon contrat que ces rapports-là où on ne sait jamais où on en est. Parce qu'en réalité, on n'a jamais vraiment fini de payer. Bon, donc vous voyez, ça c'est les allers-retours de l'histoire, c'est bizarre. Tu me diras où tu trouves une baguette à 70 centimes. Ça doit être au Carrefour. Oui, hein, l'épuisement est un motif d'arrêt, hein, donc on va pas se forcer non plus. On est là pour se faire plaisir. Hein. Ah non, il y a une main qui s'est levée là. Du coup, ça serait, pour avoir des précisions, vous avez dit tout à l'heure que 1983, ça serait une entrée dans le néolibéralisme. Du coup, pourquoi? Je veux pas répondre. Oui, parce que c'est évidemment toujours difficile de donner des dates exactes des transformations, mais disons que cette date est un peu reprise systématiquement dans la littérature et ça me semble justifié. Ça me semble justifié parce que c'est disons, ce qui se passe en 1983, c'est donc vous voyez, c'est que Mitterrand vient d'être élu en 81 et donc c'est tous les problèmes qui sont issus du programme commun et donc ce qui est acté en quelque sorte en 1983, c'est le fait qu'un certain type de politique qui étaient ces politiques de relance keynésienne assez traditionnelles, c'est comme ça que c'est lu. Après, la vérité est plus difficile, mais sont perçus comme des échecs. Et donc ça veut dire que ça va entraîner un nombre de bouleversements très puissants qui vont qui vont conduire par exemple à la fin de l'indexation des salaires, qui vont conduire à la transformation des marchés financiers, qui vont conduire à une politique monétaire qui va être beaucoup plus axée sur la monnaie forte. Donc en quelque sorte tous les marqueurs du néolibéralisme vont apparaître et se fortifier en France à partir de 83 sur la base en fait d'une espèce de constat idéologique en fait qui est fait que on est dans un nouveau monde. La preuve c'est que la relance de 81 et 82 a échoué. Et donc je trouve personnellement qu'il y aurait aujourd'hui un grand intérêt à relire l'histoire de 81 et 82 et de voir si cette histoire si c'est pas un peu un mythe, non pas l'entrée dans le néolibéralisme, ça c'est bien vrai, mais s'il n'y a pas un mythe qui a été construit autour de l'idée qu'il n'y avait pas de politique alternative, que c'était la seule politique possible, etc. Parce que je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Par exemple, sur le fait que les politiques industrielles n'ont pas été véritablement mises en avant en 80-82. Enfin voilà. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Bonsoir. Alors ma question vient un peu de ce que je suis en train de faire dans ma profession en ce moment, parce que je suis professeur d'histoire, et donc en troisième on parle de totalitarisme, etc. Oui, pardon. Et du coup, je me demandais si vous pouviez m'aider un petit peu à comprendre un peu mieux ce que j'étudie moi-même. C'est-à-dire qu'on a compris que le capitalisme, dans l'absolu, ça n'existe pas, il est uniquement préexistant sous des formes historiques. Est-ce qu'on peut dire la même chose du communisme? Mince alors.
Ah, t'as une idée. D'abord, je ne comprends pas très bien la proposition. Le capitalisme n'existe pas. Dans l'absolu, en tant que donnée naturelle qui n'est pas historique. Ah oui, mais d'accord, mais tous les objets sont historiques. Il n'y a rien de spécial. Je ne vois pas en quoi ça, si vous voulez, ces spécifications nous dit quelque chose de très particulier sur le capitalisme, sur le fait, évidemment, il a été créé. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il existe un concept de capitalisme qui est assez bien construit. Donc on sait ce que c'est que le capitalisme au-delà de ses formes historiques qui en sont des actualisations. Donc votre question, c'est est-ce que le communisme, il existe aussi un concept de communisme, évidemment, qui est plus compliqué à construire. C'est ça que vous voulez poser comme question? Est-ce que le communisme parce que c'était aussi la question de monsieur qui parlait de est-ce qu'on pourra sortir du capitalisme un jour. Il y a toujours un peu l'objection commune, ah oui mais on a essayé autre chose et ça n'a pas marché. Et donc est-ce qu'on pourrait concevoir un communisme qui serait sous qui existerait dans des structures ou dans un régime différent que de la manière dont il a été on peut aussi discuter du fait que ça a été vraiment du communisme, mais oui. Ça c'est un peu autre chose. En effet, la discussion commencerait par là. Oui, c'est ça. Et la réponse est non, bien sûr. Hein. Bon, c'est-à-dire que souvent, quand on dit, quand on répond oui, mais c'était pas du communisme, les gens sont pas tout à fait satisfaits de cette réponse-là. Pourtant, il devrait parce qu'elle est complète. Maintenant, évidemment, là, comme l'a dit André, il y a. Je ne sais pas si c'est le propre de toute pensée critique à partir du moment où elle est sommée de produire son alternative, mais elle est frappée par une espèce d'asymétrie radicale. Vous voyez, elle est en position immédiatement difficile parce que elle doit lutter avec la force d'évidence de l'ordre des choses, n'est-ce pas? On ne demande pas aux capitalistes d'avoir à produire leur concept du capitalisme. Il est là, quoi. Il est là et on doit lui reconnaître que positivement parlant, il représente une formation sociale douée de réelle propriété de cohérence. Il n'y a qu'à voir comme ça dure, hein, n'est-ce pas? Bon. Et produire quelque chose qui soit une alternative radicale à ça est alors c'est un obstacle intellectuel d'une taille immense. Bon, Marx ne l'a pas surmonté. Hein, il nous a laissé en héritage que quelques phrases extrêmement vagues à propos du communisme. Si vous voulez, moi d'abord, d'une manière générale, je ne sais, je doute beaucoup qu'il faille que le concept de communisme soit préalablement sorti tout armé du front jupitérien des intellectuels pour ensuite passer, vous voyez, au réel historique. Ça m'étonnerait que les choses se passent comme ça. En revanche, et c'est là que je veux dire que j'ai pas de choses très très réjouissantes à dire. C'est que moi, pour ma part, je vois là où on peut opérer des sorties partielles du capitalisme assez vite, si vous voulez. Enfin, elles sont à portée de main. Et puis je vois d'autres domaines où les obstacles me semblent beaucoup plus difficiles à surmonter. Alors je vais dire très rapidement où se trouve une voie de sortie partielle possible. Elle tient à la reconstruction des rapports sociaux de production. Alors ça pour le coup, on peut avoir raisonnablement de l'espoir pour des raisons très simples. Hein, d'ailleurs, c'est que là les choses ont été expérimentées. Alors qu'est-ce que c'est refaire les rapports sociaux de production? C'est en finir avec ce que Bernard Friot appelle la propriété lucrative des moyens de production, ou la propriété financière, ou par extension la propriété privée des moyens de production, c'est-à-dire la propriété privée des actionnaires, etc., telle que cette propriété lucrative ou cette propriété privée détermine toute une politique de l'entreprise.
c'est-à-dire des rapports, en l'occurrence d'obéissance, n'est-ce pas? Bon, la dernière chose dont veut entendre parler un patron ou un libéral, c'est qu'on lui dise que ce qui se passe dans une entreprise, c'est politique. Parce qu'il y a une catégorie du politique c'est les gens qui sont dans l'appareil d'État, on les aime pas, etc. Et nous, on fait juste de l'économie, on gère, on est efficace, on est rationnel, etc. Non, à partir du moment où des individus ou des humains sont réunis dans un collectif pour faire quelque chose, quoi que ce soit en commun, il y a de la politique. Il y a de la politique dans une association de boulistes. Il y a de la politique dans une entreprise. Il y a de la politique dans une école. Il y a de la politique, en ce sens, il y a de la politique partout, puisque partout il y a du regroupement humain. Voilà. Partout il y a des collectifs, il y a de la politique. Donc dans l'entreprise. Ah bah alors s'il y a de la politique dans l'entreprise, on peut refaire les rapports politiques de l'entreprise. Et en particulier, on peut les refaire d'une manière qui, abolissant la propriété lucrative, institue, là aussi, je reste au plus près de ce que fait Bernard Friot et qui me semble très intéressant, qui institue la propriété d'usage. Les outils de la production appartiennent à ceux qui s'en servent, et dans la mesure où ils s'en servent, pour en faire quelque chose d'utile. Voilà, c'est tout. Bon, mais alors qu'est-ce que c'est ça? Mais finalement, ça n'est pas autre chose que redécouvrir une idée qui est très vieille tout de même, et qui s'appelle l'autogestion, ou qui s'appelle la souveraineté des producteurs. Alors ça, c'est un vrai horizon anticapitaliste. Et puis celui-là, on sait qu'il a marché parce que des coopératives, ça existe, on les a vus fonctionner. Bon, alors je voudrais simplement faire la référence à ce cas que vous êtes nombreux sans doute à connaître, qui était l'entreprise LIP dans les années 70, un magnifique documentaire de Christian Rouault là-dessus, et qui montre comment on a tué LIP, précisément pour éviter que ça fasse tache d'huile. Il fallait éviter que LIP réussisse, parce que vous comprenez, si ça réussit, ça donne des idées. Voilà, ça donne des idées aux autres. Bon, donc là, il y a un horizon. Il y a une sortie, et c'est même pas un horizon très, très lointain. Bon, après, il y a d'autres choses. Il y a la question, parce que le capitalisme a aussi partie liée avec la marchandise, avec les rapports marchands, donc avec un régime macrosocial de désir, qui est structuré par la marchandise. Alors là, déjà, les choses deviennent sacrément plus compliquées. Parce que pour s'affranchir de ça, vous voyez, je ne serais pas prêt à parier sur le nombre de personnes qui, par exemple, ici, n'ont pas un téléphone portable, même un peu vieux, quoi. Vous voyez, donc, bravo, écoutez, félicitations. Donc 1 sur 200, voilà, 150, je sais pas quoi. Bon, donc on est tous, là pour le coup, on est tous très aliénés à ça. Moi je me raconte pas d'histoire sur le sujet parce que ma propre aliénation, je la connais. Bon, voilà. Et pour sortir de ça, alors ça exige vraiment la reconstruction de tout un régime historique de désir. Oui. Et qui a une profondeur, une réelle profondeur d'ancrage anthropologique. Ça va chercher très loin dans l'organisation passionnelle des individus. Bon, alors, donc à quel prix, voilà, et dans quelle mesure, vous voyez, alors là on revient au spinozisme, c'est des questions d'affect d'affect en concurrence dans la société, au sein des individus, etc. Est-ce qu'on est prêt à payer en termes de frustration de notre désir d'objet marchand, dans une certaine mesure, le fait d'adopter de nouveaux rapports sociaux de production? Bon. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai rien à dire en toute généralité là-dessus. C'est l'histoire qui dira. Bon, et on ne sait pas. On sait pas. Bon, on sait que le désir d'objet marchand a quand même à continuer de produire ses effets délétères au sein des sociétés dites du socialisme réel. Vous voyez, de l'autre côté du mur, la marchandise clignote, etc., etc. Et on sait aussi que dans ces sociétés-là, dont on se donne une image très déformée par le point de vue capitaliste, qui était très empressé à dire c'était tellement horrible, on les a libérés quand même. Maintenant ils peuvent tous avoir un téléphone portable, etc. Bon, on sait que ces sociétés-là avaient déplacé leur régime de désir. Je veux dire, et que d'autres joies étaient venues compenser les tristesses relatives des régressions de niveau de vie marchande. Bon, et ça c'est possible. Je veux dire, ça c'est possible. Moi je le sais, je le vois particulièrement. Je tiens un séminaire, j'ai des étudiants, et je peux vous dire que les étudiants qui sont là sont pas là pour faire des carrières de winner. Vous
voyez, pour devenir très riches. Et ils sont là parce que leur ingénium valorise d'une certaine manière, pondère d'une certaine manière le désir marchand et d'autres désirs qui sont des désirs de vie intellectuelle, d'expérimentation d'autres choses, etc., etc. Donc dans la société, il y a ça aussi qui est en train de se déplacer, hein, sourdement, vous voyez. Puis c'est sous les écrans radars, on ne le sait pas. Donc c'est le discours du capitalisme qui a toujours aussi tendance à surestimer l'ancrage du désir marchand. Donc, il ne faut ni la surestimer ni la sous-estimer. Et là, ce que je dis, je reste dans le vague. Hein. Oui. Monsieur qui est là a une dernière question, si ça ne vous dérange. Est-ce que j'ai mal à la gorge? Parce que j'ai des élèves. Je passe moi aussi. Ouais. Quand vous avez des élèves turbulents, c'est pas facile. Donc je voulais vous demander, à travers tout ça, finalement, est-ce qu'on ne crée pas notre propre prison? C'est-à-dire, on a tous chacun notre propre représentation du monde, chacun dans notre bulle. Finalement, on a l'impression de refaire le monde, finalement, avec nous-mêmes. Non, il aurait fallu quasiment une heure de plus et toute une théorie des institutions pour expliquer ça. En effet, nous fabriquons collectivement et sans le savoir nos propres enfermements. C'est ça le propre des institutions, c'est que bien qu'elles soient produites par les hommes, elles s'élèvent au-dessus des hommes comme des sortes de puissances autonomes qui contraignent les hommes qui en sont pourtant en dernière analyse les producteurs. Alors ça, si vous voulez, c'est l'essence de la problématique qu'il y a dans les thèses sur Feuerbach de Marx. Et c'est ce que moi j'appelle l'institution de Golem. C'est nous qui faisons les institutions, les rapports sociaux, hein, je veux dire, c'est les hommes qui font leur histoire et les rapports sous lesquels ils vivent, mais ces rapports s'autonomisent et vivent comme le monstre, vous voyez, comme la créature qui a échappé à son créateur, et que le créateur a les plus grandes difficultés à rattraper. Donc c'est tout le problème de la transformation politique que vous posez par cette question. Et il n'est pas petit. Voilà. Je travaille ici et j'aimerais bien avoir quelques photos.